Bonjour, ici Christian Walter, donc d'AgroCampus Ouest. J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouveau webinaire de l'Association française pour l'étude des sols. Et j'accueille aujourd'hui Jean Trapp, qui est chargé de recherche à l'IRD, de l'UMR Éco et Sol de Montpellier, et qui a une expérience de recherche, notamment à Madagascar, en ayant travaillé sur les sols ferrolithiques. Alors Jean va nous faire un exposé sur les nématodes des sols, une taille minuscule mais une importance capitale. Nous avons déjà eu plusieurs webinaires qui ont traité de biodiversité des sols, mais je pense que les nématodes sont apparus au cours des dernières années comme un groupe fonctionnel très important dans les sols, et je suis content aujourd'hui qu'on ait l'occasion d'avoir une présentation de leur importance. Donc Jean, si je vous laisse directement la parole. Merci Christian pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous et merci de l'intérêt que vous portez aux nématodes. Alors avant de commencer, je voudrais remercier l'association pour m'offrir cette possibilité donc, de vous parler des nématodes et qui font donc partie des organismes des sols que nous étudions à Eco et Sol. Donc effectivement, l'objectif de cette présentation, vous l'aurez compris à la lecture du titre, c'est de souligner l'importance des nématodes et des fonctions portées par les nématodes au sein des sols. Alors, pour être un petit peu plus précis, l'objectif c'est d'essayer d'explorer la diversité des formes, des caractères morpho-anatomiques et des fonctions qui sont portées par les nématodes au sein des sols. La raison principale, c'est que en général, les nématodes sont pas ou peu connus par les non-spécialistes, comparativement à d'autres organismes qu'on trouve dans les sols. Ou alors, lorsqu'ils sont connus, ce sont souvent les nématodes qui parasitent les plantes et qui vont causer des dégâts très importants qui sont évoqués. Et par conséquent, on peut rapidement considérer les nématodes comme des organismes nuisibles qu'il faut absolument éliminer. Alors, c'est vrai qu'il y a des espèces qui sont nuisibles et qu'il faut absolument bien connaître et pouvoir contrôler, mais je dirais que c'est que la partie visible de l'iceberg. La plupart des nématodes ne sont pas parasitiques des plantes et vont assurer des fonctions qui sont très importantes. Alors pour illustrer un petit peu cette diversité, après une rapide définition des nématodes, je vais utiliser deux classifications que l'on retrouve aujourd'hui dans la littérature en hématologie des sols. La première, c'est ce qu'on appelle les groupes trophiques, donc classer les espèces de nématodes en fonction de leur régime alimentaire. Et la deuxième, ce sont les stratégies de vie, donc la classification des espèces en fonction de leur stratégie démographique et de leur stratégie de survie. Ensuite, j'évoquerai quelques fonctions portées par les nématodes. Je vais évoquer 5 grandes fonctions, celles qui me semblent vraiment importantes, à partir de la littérature qui s'efforce de mettre un lien de causalité entre la présence des nématodes et des fonctions. Donc, ce sont surtout des études expérimentales de manipulation des nématodes. Et enfin, je conclurai. Alors, avant d'explorer cette diversité fonctionnelle, je vais très rapidement définir qu'est-ce qu'un nématode. Donc, nématode, ça signifie en forme d'aiguille. Ce sont des vers ronds. Vous avez ici deux nématodes que l'on peut voir donc sous le microscope. Celui-ci est un petit peu plus fin que celui-ci. Et ici, vous avez le fameux Caenorhabditis elegans, qui est un nématode qui est très utilisé en génétique, en biologie, en physiologie. C'est un modèle biologique très connu. Donc, les nématodes, ce sont ce qu'on appelle aussi des vers ronds. Vous pouvez constater qu'ils sont transparents, ce qui est d'ailleurs très pratique pour pouvoir décrire les caractères anatomiques. Alors, bien que ce soit des vers et bien qu'ils soient dans la terre, ce ne sont pas du tout des vers de terre. Hein, ils ne sont pas segmentés et ils sont bien plus petits que les vers de terre. Si jamais vous avez l'occasion d'observer des petits organismes à la loupe binoculaire dans la solution du sol, un moyen de voir qu'il s'agit des nématodes, c'est qu'ils se déplacent par mouvement ondulatoire, contrairement aux annélides. D'ailleurs, on voit sur cette image ici que ce nématode est en train de se déplacer un peu comme un serpent. Donc la plupart des nématodes, quasiment tous les nématodes, se déplacent à l'aide de ce mouvement ondulatoire. Alors, les nématodes sont très petits. Ils ne sont pas visibles à l'œil nu.
en tout cas la plupart des espèces. Ils appartiennent à ce qu'on appelle la microfaune du sol, si on reprend la classification par taille de Swift. Alors effectivement, si on regarde un petit peu sur ce graphe la distribution de la longueur d'un peu plus de 2700 espèces de nématodes des sols, on s'aperçoit que la majorité des nématodes mesurent moins d'un millimètre, entre 500 et 800 micromètres. Alors certains nématodes sont beaucoup plus petits, peuvent faire 150, 200 microns. C'est rare hein, d'avoir des nématodes en dessous de 150 microns. Là, c'est la distribution des adultes, je précise. D'autres nématodes peuvent être beaucoup plus grands. Et certains nématodes des sols sont même visibles à l'œil nu. Et si vous avez la largeur des nématodes, donc ils font partie de la microfaune car leur diamètre est relativement petit, autour de 20, 30, 40 microns. Mais encore une fois, on observe de la diversité. Certaines espèces sont vraiment très petites au niveau de la largeur et d'autres nématodes peuvent avoir un diamètre qui va être au-delà de 100 microns. Lorsqu'on regarde le ratio A, qui est en fait tout simplement le rapport entre la longueur et la largeur, c'est un rapport qui est très intéressant puisqu'il permet finalement d'avoir une indication de la forme de l'animal. On s'aperçoit qu'effectivement, ce sont donc des vers avec un ratio proche de 25, mais là encore, on observe une diversité puisque certains nématodes peuvent être très fins, avec un ratio proche de 100, 150, et d'autres vont avoir un ratio qui est quasiment proche de 1, c'est-à-dire des nématodes qui vont finalement être aussi longs que larges. Alors, d'un point de vue biologique, ce sont donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des animaux qui ne sont pas segmentés. Ils font partie du grand groupe des ichthyosaures, c'est-à-dire des animaux qui présentent au cours de leur développement post-embryonnaire des mues successives. Ce sont des triploblastes pseudocélomates et au niveau de l'organisation biologique, on s'aperçoit que ce sont des animaux qui présentent une certaine forme de simplicité dans leur organisation biologique comparativement à des animaux de plus grande taille. Très schématiquement, on a une enveloppe externe qui est la cuticule, puis deux enveloppes internes. Le tube digestif qui est complet, depuis la bouche que vous pouvez voir par exemple sur ce schéma, jusqu'à l'anus que l'on voit ici, avec un pharynx et un intestin. Et la deuxième enveloppe, c'est l'organe reproducteur. Ici, on voit la vulve chez cette femelle avec l'utérus et la branche ovariale. Il y a également un système nerveux qu'on voit très difficilement. En général, on voit simplement un anneau périœsophagien qui est dessiné ici. Et il y a également un système sécréteur-excréteur. Il n'y a pas de système respiratoire, il n'y a pas de système circulatoire. C'est le fluide pseudocélomate célomique qui va jouer ce rôle. D'un point de vue biologique, ce sont tout de même des organismes qui sont assez simples. Aujourd'hui, il y a environ 27 000 espèces décrites de nématodes, dont à peu près 12 000 espèces libres qu'on le trouve dans les écosystèmes thalassiques ou dans les écosystèmes continentaux, et environ 12 000 espèces de parasites d'animaux, de vertébrés. On suppose qu'il y a bien plus d'espèces, certainement plusieurs centaines de milliers d'espèces qui restent à décrire, sachant qu'actuellement, le taux de description des espèces est d'environ entre 40 et 80 espèces par an. Ces espèces se répartissent dans 12 clades que vous retrouvez ici. Les nématodes sont apparus il y a environ 550 millions d'années. Ils ont été rapidement séparés des nématomorphes, qui ne sont pas des nématodes, ce sont des vers beaucoup plus grands, ronds également, généralement parasites d'arthropodes. Alors, ce qui est très intéressant chez les nématodes, c'est qu'on les retrouve dans quasiment tous les écosystèmes. Il y a une très large répartition, une omniprésence des nématodes. On les retrouve aussi bien dans des écosystèmes marins, continentaux, limiques, terrestres, mais on va aussi les retrouver dans des écosystèmes peu favorables à la vie, dans des écosystèmes dits extrêmes. Ils sont très abondants. Vous avez ici une carte de l'étude de Wadenhuken qui présente l'abondance totale des nématodes à l'échelle mondiale. On va retrouver plusieurs millions d'individus par mètre carré et dans 100 grammes de sol, on peut trouver plusieurs dizaines d'espèces différentes. Il y a une fameuse phrase qui est connue par les nématologistes de Cobb, un grand nématologiste, qui dit que si jamais toute la matière de la planète, à l'exception des nématodes, devait disparaître, eh ben notre monde serait toujours reconnaissable. On pourrait toujours reconnaître les différents écosystèmes, les montagnes,
les vallées, les rivières, les lacs, grâce aux nématodes, car ils sont partout et la composition des communautés est très spécifique finalement à ces différents écosystèmes. Donc pour conclure sur cette première partie succincte de définition, donc ces nématodes sont des vers microscopiques avec une organisation biologique relativement simple et bien conservée. Et on observe également une très grande richesse taxonomique, une très grande abondance. Les espèces sont cosmopolites et une très grande capacité d'adaptation et de résistance. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire, comment ces organismes aussi simples d'un point de vue biologique pourraient être partout. Et finalement, c'est l'exploration de la diversité des formes et des fonctions des nématodes qui va nous permettre de faire ce lien entre ces deux constats qui peuvent paraître contradictoires. Et donc, pour démarrer cette illustration de la diversité fonctionnelle, je commence par vous présenter les groupes trophiques. Il faut savoir qu'une communauté de nématodes dans un échantillon de sol est représentée par de nombreux individus et par de nombreuses espèces. Donc pour y essayer d'y voir un peu plus clair, les nématologistes ont classé les espèces en fonction de leur régime alimentaire. Aujourd'hui, il y a une étude qui fait consensus, c'est celle de Yeats, qui a été publiée au début des années 90 suite à un congrès. Et Yeats et Hall ont classé plus de 330 genres dans différents groupes trophiques. Et ils ont reconnu 8 groupes trophiques, ce qui est quand même énorme pour un seul groupe animal. Donc on a les nématodes herbivores qui vont consommer des plantes, majoritairement des racines, mais ça peut être également d'autres parties des plantes. Les fongivores, donc des nématodes qui consomment des champignons. Les bactérivores, des nématodes qui consomment des bactéries. À l'époque, Yeats avait décrit le groupe des saprophages. Ça concerne peu de genres, ce sont des nématodes qui vont consommer des substrats organiques qui sont dissous dans la solution du sol. Aujourd'hui, les genres saprophages sont surtout affectés aux bactérivores et ce groupe a plus ou moins disparu des études de classification. Ensuite, les prédateurs, qui sont donc des nématodes qui consomment d'autres nématodes, des protistes ou des rotifères. Il faut savoir que le principal ennemi du nématode, c'est le nématode. Il y a aussi les prédateurs facultatifs. Alors, tout comme pour les saprophages, ce groupe a plus ou moins disparu. Les genres qui appartiennent aux prédateurs facultatifs sont souvent classés soit parmi les prédateurs stricts, soit parmi les bactérivores. On trouve également des parasites d'invertébrés. Et enfin, des omnivores, qui sont des nématodes beaucoup plus grands et qui ont un régime alimentaire très varié. Donc, vous pouvez voir qu'il y a vraiment une très grande diversité trophique chez les nématodes. Lorsque l'on représente un petit peu un réseau trophique du sol, c'est un schéma qu'on voit souvent. Donc on a ici le premier niveau trophique avec les plantes et les racines. On retrouve ensuite les bactéries, les champignons. On s'aperçoit que les nématodes vont être dans plusieurs niveaux trophiques. Dès le second niveau trophique en ce qui concerne les herbivores, dans le troisième niveau trophique en ce qui concerne les microbivores, donc ceux qui consomment des bactéries ou des champignons, et enfin les nématodes prédateurs dans le quatrième niveau. Sachant qu'ici, c'est un réseau trophique très simplifié. On ne retrouve pas, par exemple, les parasites. Ces principaux groupes sont les plus dominants dans la nématofaune des sols, et donc je vais, dans les prochaines diapositives, surtout développer ces trois grandes stratégies trophiques, enfin ces quatre stratégies trophiques. Et donc, je vais commencer avec les herbivores. Donc, les nématodes herbivores consomment des racines et d'autres parties de la plante, mais majoritairement, ce sont des rhizophages. Tous les nématodes herbivores présentent un stylet qui est une sorte d'aiguille. Vous avez ici différents types de stylets. Ça permet aux nématodes à la fois de piquer la racine, éventuellement d'y injecter des sécrétions qui sont importantes pour le parasitisme et de prélever le contenu de la cellule végétale. Alors, il y a différents types de stylets. Vous avez des stylets d'origine buccale, comme vous avez celui-ci ici, ou d'autres qu'on peut voir là. Vous avez des stylets plutôt d'origine euphasienne, et puis vous pouvez aussi avoir des stylets non creux. Si on prend, par exemple, simplement le stylet ici d'origine buccale, qu'on appelle un stomatostylet, et qu'on regarde la longueur de ce stomatostylet, vous pouvez voir que c'est assez variable. La plupart des nématodes qui portent ce stylet ont un stylet d'environ entre 10 et 20 microns, mais il y a des nématodes qui peuvent présenter des stylets qui vont être beaucoup plus grands.
Chez les herbivores, on va aussi observer une diversité au niveau du pharynx. Il peut y avoir un pharynx avec un bulbe basal assez large, qu'on appelle le cylindrus, ou alors avec des bulbes médians et basaux. On peut également observer des nématodes qui présentent des glandes œsophagiennes hypertrophiées qui vont recouvrir l'intestin. Alors, il y a une très grande diversité chez les herbivores. Au sein de ce groupe, en fait, on distingue des sous-catégories en fonction de leur comportement alimentaire. Vous avez ici une coupe de racines qui présente différentes stratégies uniquement chez les tylanchides. Il y a d'autres groupes d'herbivores, mais c'est juste pour illustrer la diversité des comportements alimentaires. Vous avez par exemple les nématodes qui vont rester à l'extérieur des racines, qui vont consommer des cellules végétales, des poils absorbants sans induire de mort cellulaire. On parle en général de phytophages facultatifs de la famille, par exemple, des Tylanchidés. Ces nématodes ne posent pas de problème en général au niveau de la plante en termes de perte de croissance. Vous avez ensuite des nématodes ectoparasites qui vont induire la mort de la cellule végétale. Donc ces nématodes restent à l'extérieur de la racine et vont utiliser le stylet pour piquer à différents endroits au niveau de la racine. C'est le cas par exemple de ce nématode où on constate bien, on observe bien ici le stylet qui peut être très très grand. C'est le cas aussi de Xiphinema que vous voyez ici, qui est un nématode qui peut transmettre des virus, tout comme celui-ci, où on voit très bien le stylet. Ensuite, vous avez des nématodes qui vont être semi-endoparasites, c'est-à-dire qu'une partie du corps peut être à l'intérieur de la racine, et vous avez également des nématodes qui sont endoparasites, qui vont pénétrer à l'intérieur de la racine et qui vont soit rester mobiles, c'est le cas par exemple de Pratylanchus, on voit très bien sur cette photographie un nématode à l'intérieur de la cellule végétale, soit se sédentariser, induire au niveau de la plante une réponse cellulaire, une reprogrammation cellulaire, et l'induction d'un site nourricier. Ces nématodes, en général, vont gonfler pour produire beaucoup d'œufs. Ce sont surtout ces nématodes endoparasitaires qui vont vraiment poser un problème au niveau de la croissance végétale. Vous avez ici, par exemple, le fameux méloïdogyne. Donc, vous voyez qu'il y a une très grande diversité trophique au sein d'un groupe trophique. Les fongivores, donc des nématodes qui vont consommer des champignons, ce groupe est moins diversifié. Ils sont également caractérisés par la présence d'un stylet, différents types de stylets. Ce stylet est utilisé pour piquer les ifs mycéliens. On retrouve aussi chez beaucoup d'espèces de fongivores un bulbe médian qui est très développé. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur cet individu. On retrouve également une grande diversité dans la forme de l'osophage. Les nématodes fongivores consomment aussi bien des champignons saprophytes, mycorhiziens ou parasites des plantes. Un groupe qui est très diversifié, ce sont les nématodes bactérivores. Contrairement aux deux précédents, ils n'ont pas de stylet. En général, la cavité buccale est vide, soit tubulaire, soit en forme d'entonnoir, soit très étroite, ou parfois invisible. Elle est présente, mais tellement petite qu'on ne peut la voir. Alors vous avez ici, par exemple, un nématode du genre de la famille des Rhaptidae, avec donc une cavité buccale tubulaire. On retrouve une très grande diversité aussi au niveau du pharynx, qui peut prendre donc différentes formes, avec des bulbes médians, basaux, avec des valves ou pas. C'est un groupe qui est vraiment très diversifié. Si on regarde par exemple simplement cette forme avec la bouche très étroite, donc la famille des céphalobidés, eh ben, on va observer, selon les genres, des extensions labiales qu'on appelle des proboles et des extensions céphaliques qui sont de différentes formes, de différentes longueurs, comme vous pouvez le constater sur ces photos, et qui vont être utilisées pour capturer les bactéries qui vont être soit dans la solution du sol, soit qui vont adhérer aux différentes particules des sols. Donc, c'est très diversifié, même au sein d'un seul type, je dirais, morpho-anatomique au niveau buccal. Le dernier groupe, c'est celui des carnivores et omnivores. En général, ils sont rassemblés car ils jouent des rôles fonctionnels relativement proches. Donc là, on retrouve une très grande diversité. On a les prédateurs stricts qui sont soit armés d'une bouche très large, sclérotisée, avec une dent dorsale très développée, qu'on peut voir par exemple sur cette photo ou sur celle-ci. On peut également le voir pour ces nématodes, des denticules sur les plaques ventrales. Donc ces armes vont permettre aux nématodes de déchiqueter les proies. On va aussi retrouver des nématodes prédateurs qui peuvent avoir des stylets très proches de ce qu'on peut avoir chez les nématodes phytoparasitaires, mais des stylets avec une ouverture beaucoup plus large,
comme vous pouvez le voir sur cette photographie. On va également observer une très grande diversité dans la forme buccale. Il peut y avoir des bouches en forme d'entonnoir avec des dents qui vont être en position plutôt postérieure. Et on retrouve également une très grande diversité au niveau du pharynx. Il existe aussi des nématodes carnivores qui présentent un stylet, le même stylet qu'on peut voir chez, par exemple, des fongivores ou des phytoparasites. Alors si, tout comme pour les bactérivores, la diversité est incroyable. Si on prend uniquement ce type de carnivores, c'est-à-dire les monochides, eh ben on va s'apercevoir qu'en fonction des genres, il y a une très grande diversité morpho-anatomique de cette cavité buccale. Parfois, la dent est en position antérieure ou postérieure. Elle peut être dirigée vers l'avant, antériade, ou dirigée vers l'arrière, postériade. Sur les plaques ventrales, il peut ne pas avoir de denticules, des rangées de dents, une ou deux dents. C'est très, très variable. Parfois, il n'y a même pas de dents. Donc, vous voyez bien que d'un point de vue trophique, au-delà des groupes trophiques, il y a une très grande diversité qu'on peut apprécier juste en regardant la morphologie de la cavité buccale et du pharynx. Car chez les nématodes, quelque chose d'assez intéressant, c'est ce lien assez fort entre la structure de la cavité buccale et la fonction trophique. La deuxième classification qui permet aussi d'apprécier cette diversité fonctionnelle, c'est les stratégies de vie. D'un point de vue démographique, il y a aussi beaucoup de variabilité. Alors, tous les nématodes se reproduisent par des œufs. Néanmoins, on peut retrouver de la reproduction sexuée, amphimectique, on peut retrouver de l'hermaphrodisme ou on peut aussi retrouver de la parthénogénèse. La production d'œufs est aussi très variable. Certains nématodes, au cours de leur cycle biologique, vont produire quelques dizaines d'œufs, quand d'autres vont produire des milliers d'œufs. Ce qui est très intéressant, c'est que cette production, elle est liée aussi à la taille de l'œuf, comparativement à la taille de la femelle. Si on regarde le rapport entre la taille de l'œuf et la taille de la femelle, celui-ci est très variable. En général, les nématodes qui produisent beaucoup d'œufs vont faire des petits œufs par rapport à la taille de la femelle, alors que les nématodes qui produisent peu d'œufs, en général, produisent des œufs qui sont assez grands. Le temps de génération est aussi très variable. Il peut être de quelques jours, par exemple, pour Caenorhabditis elegans, mais il peut être de plusieurs semaines ou de plusieurs mois pour d'autres nématodes des sols. On va retrouver aussi cette diversité au niveau du système reproducteur, par exemple chez les femelles. Il peut y avoir deux branches ovariales qui peuvent être opposées ou parallèles. On peut observer qu'une seule branche ovariale qui va être dirigée vers l'avant, vers la partie antérieure ou vers la partie postérieure. Et on va retrouver par exemple la position de la vulve, qui est très liée d'ailleurs au type de gonade, au nombre de branches ovariales. Elle peut être très proche de la partie antérieure ou très éloignée de la partie antérieure. Donc c'est très variable. On retrouve aussi une grande diversité au niveau des stratégies de survie. Certains nématodes sont très sensibles aux perturbations de l'environnement. Ils vont présenter une cuticule relativement perméable et peu épaisse. D'autres nématodes, au contraire, sont beaucoup plus résistants aux perturbations de l'environnement avec des cuticules beaucoup moins perméables et plus épaisses. On va retrouver aussi différentes stratégies de survie vis-à-vis de la modification, des modifications de l'environnement. On peut évidemment trouver des dormances prédictives, des diaposes. On peut avoir des simples changements du sexe ratio pour des espèces où seul le mâle est mobile, par exemple. On peut avoir des réponses rapides du changement, suite au changement des conditions environnementales, comme par exemple l'enroulement, ou la formation de ce qu'on appelle des doer larva. Donc, ce sont des nématodes juvéniles qui, normalement, ont une cavité buccale ouverte avec une cuticule peu épaisse. La cavité buccale va se fermer, le tube digestif va être atrophié et la cuticule va s'épaissir. Et dans ces conditions, le nématode peut résister aux aléas de l'environnement. On peut retrouver aussi de l'agrégation et enfin différentes formes de quiescence, et notamment de la quiescence extrême comme la cryptobiose et la nidrobiose. Sur ce tableau, on peut voir par exemple que certains nématodes, comme le genre Plectus, peut passer 8 heures à moins 270 degrés, ça ne lui pose aucun problème. On peut retrouver par exemple certains nématodes, comme Philancus polypnus, dans des herbiers, 39 ans après avoir mis en place le matériel végétal, une fois qu'il est réhumecté, le nématode redevient actif. Donc ils sont très résistants aux conditions, aux variations
de l'environnement. Alors, cette variabilité à la fois démographique et de survie a été utilisée par un nématologiste néerlandais, Tom Bongers, pour proposer un gradient colonisateur persistant, donc une classification des nématodes en fonction de leur stratégie de vie. Donc, il reconnaît par exemple les nématodes de type 1, donc les CP1, ce sont des nématodes qui vont coloniser le milieu. Ils sont caractérisés par des temps de génération relativement courts, ils produisent des petits œufs, mais beaucoup de petits œufs, ils ont une fécondité élevée. Il s'agit essentiellement de bactérivores et ils sont généralement peu sensibles aux perturbations de l'environnement. À l'opposé, on va retrouver des nématodes de type 4 ou de type 5, donc des nématodes persistants qui présentent des temps de génération beaucoup plus longs, qui vont produire peu d'œufs, mais généralement de grande taille. Il s'agit essentiellement d'omnivores prédateurs, mais il y a aussi des bactérivores. Et ce sont surtout des nématodes qui sont sensibles aux perturbations de l'environnement. Cette classification en colonisateur persistant a alimenté un indice, l'indice de maturité, qui est finalement la valeur moyenne pondérée par l'abondance relative des différents taxons dans une communauté, et qui permet de prendre en compte le degré de perturbation de l'écosystème. Et c'est vraiment un indice qui est très utilisé aujourd'hui dans la littérature. Alors, ce qui est très intéressant, c'est lorsque l'on croise finalement les stratégies trophiques et les stratégies de vie. Donc, on retrouve ici les bactérivores, les fongivores, les carnivores, les omnivores et les différents herbivores. Et on retrouve ici les différentes stratégies de vie. On obtient ce que l'on appelle en hématologie des sols les guildes fonctionnelles. Donc, par exemple, la guilde des bactérivores de type 1, ce sont donc des nématodes qui consomment des bactéries et qui présentent une très forte fécondité, des petits œufs, donc une stratégie plutôt de colonisateur. Au contraire, les bactérivores de type 5, donc la guilde des BA5, sont des nématodes qui consomment des bactéries, mais qui présentent des stratégies de vie plutôt de persistants. Et donc, vous voyez qu'il y a une très grande diversité de stratégies écologiques chez les nématodes. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que les chiffres ici entre crochets correspondent au clade. Et on peut s'apercevoir que les stratégies écologiques sont apparues plusieurs fois au cours de l'évolution. Ce n'est pas un simple miroir de la phylogénie. Les nématodes qui posent vraiment problème au niveau des rendements, qui vont causer des dégâts au niveau des cultures, ce sont surtout des nématodes herbivores qui appartiennent à la guilde de 3, donc les HE3. Mais tous les nématodes HE3 ne sont pas des nématodes qui posent problème. Alors dans cette troisième partie, l'idée est maintenant d'évoquer les fonctions qui sont portées par ces différentes guildes et des fonctions qu'on souhaite évidemment piloter, qu'on souhaite comment intensifier plus ou moins et contrôler au sein des écosystèmes terrestres et particulièrement au sein des agrosystèmes. Alors il y a énormément de fonctions, j'en ai sélectionné que quelques-unes qui permettent de faire un lien avec les services écosystémiques que l'on souhaite obtenir des agrosystèmes. Et évidemment, la première fonction que je vais évoquer, ce sont les dégâts causés par les nématodes phytoparasitaires, donc une fonction délétère qu'on souhaite contrôler. Donc, ce sont effectivement des nématodes essentiellement endophytoparasitaires qui vont causer d'importants dégâts sur les cultures. Ça peut être un vrai désastre d'un point de vue agronomique. On suppose qu'il y a plus de 100 milliards d'euros de pertes au niveau mondial. Alors, ces nématodes sont extrêmement importants. Il faut absolument bien connaître la biologie et l'écologie de ces nématodes endoparasitaires. Et vous voyez ici, ils vont causer des dégâts. En général, ils vont créer soit des kystes, soit des galles, des modifications au niveau de l'architecture racinaire qui peut conduire à un certain nombre de symptômes qui malheureusement ne sont pas spécifiques aux espèces de nématodes. Alors, ça concerne finalement peu d'espèces. Parmi les 4000 espèces d'herbivores, il n'y a pas beaucoup d'espèces qui sont vraiment problématiques. On peut trouver notamment les espèces qui sont dites en quarantaine sur le site de l'Organisation européenne et méditerranéenne de phytoprotection des plantes, protection des plantes. Donc des espèces pour lesquelles il y a un suivi très rigoureux des populations et pour lesquelles, si elles sont présentes, il faut impérativement mettre en place des stratégies de gestion. Alors sur un plan agronomique, ça peut être un vrai désastre et catastrophique. Sur un plan écologique, c'est vrai que c'est des animaux qui sont quand même assez fascinants.
puisque les nématodes dans les sols doivent répondre finalement à au moins 3 besoins. D'une part, il faut se nourrir, et pour se nourrir, il faut se déplacer. Dans un milieu granulaire polydispersé, le vermiformisme va conférer un avantage pour se déplacer et donc pour se nourrir. Le deuxième besoin, c'est produire autant d'œufs que possible. Alors là, on voit qu'il y a un premier compromis qui se dessine puisque le vermiformisme va potentiellement imposer un volume réduit au niveau des gonades et donc potentiellement limiter la capacité à produire des œufs. Et enfin, le troisième besoin, c'est la survie. Donc il faut pouvoir échapper aux prédateurs et surtout pouvoir s'adapter ou résister aux variations de l'environnement. Les nématodes endoparasitaires vont induire à l'intérieur de la racine un site nourricier. Donc le vermiformisme ne leur confère plus d'avantages. Ils vont pouvoir gonfler et produire énormément d'œufs. Donc finalement, cette stratégie permet de faire sauter ce compromis entre le vermiformisme et le besoin de produire des œufs. Et enfin, le fait d'être dans une racine, ça permet d'être protégé. Ça permet d'être en dehors des aléas climatiques, des aléas environnementaux du sol, mais aussi d'être, au moins durant une certaine partie du cycle biologique, ne pas être prédaté. Donc ça permet également de faire sauter ce compromis au niveau de la survie. Donc c'est une stratégie écologique qui est quand même fascinante et qui résulte de millions, de dizaines et centaines, peut-être de millions d'années de coévolution entre les plantes et les nématodes. Alors la coévolution entre les plantes et les nématodes est aussi présente chez les formes libres. Alors évidemment, il faut mettre en place des stratégies de gestion pour ces nématodes et c'est d'autant plus compliqué que ces nématodes, en général, la plupart des nématodes phytoparasitaires sont polyphages. Vous avez ici les liens trophiques que l'on connaît actuellement entre les plantes, en bas en vert, donc ce sont les familles. J'ai mis les familles parce qu'avec les espèces, c'est difficilement visible. Déjà, à ce niveau-là, c'est peu visible. Et en haut, vous avez les genres. Et vous voyez qu'il y a énormément de liens trophiques entre les genres de nématodes et les familles de plantes. Alors, certains nématodes sont plus polyphages que d'autres. Par exemple, le genre Méloïdogyne est très connu pour être très polyphage. Mais effectivement, il y a de la polyphagie un petit peu partout. Et c'est, je dirais, une vision, c'est le minimum qu'on puisse voir, puisque il y a certainement un très grand nombre d'interactions qui sont pas encore répertoriées. Donc ça impose évidemment des contraintes lorsqu'on souhaite mettre en place des pratiques de gestion de ces nématodes, notamment à base de diversité végétale. Deuxième grande fonction que je voulais évoquer, qui cette fois-ci, elle, est plutôt bénéfique pour la croissance des plantes, c'est le recyclage et la disponibilité des nutriments. Alors pendant très longtemps, il y avait une hypothèse selon laquelle les nématodes, en tout cas les organismes qui consomment les micro-organismes, bactéries, champignons, avaient un effet néfaste sur les fonctions portées par leur proie, ce qui peut paraître assez logique. Les travaux de l'équipe de Coleman, de Cole, Anderson à la fin des années 70 montrent qu'en fait, cette hypothèse ne tient pas. Ces chercheurs ont fait des expériences en microcosme d'inoculation de différents nématodes. Ils se sont aperçus que l'inoculation des nématodes permettait d'augmenter la minéralisation nette, par exemple de l'azote, que vous voyez ici, en blanc, ce sont avec les nématodes, et ici, les ronds noirs, ce sont sans les nématodes, et c'est donc la teneur en azote minéral. C'est aussi vrai d'ailleurs pour des formes organiques. Alors, il y a eu beaucoup de travaux par la suite sur l'effet des nématodes sur les flux d'azote, notamment les travaux de Ferris dans les années 97-98 et dans les années 2000, et qui montrent que les différentes espèces de nématodes peuvent minéraliser entre 1,2 et 5,8 mg d'azote par nématode par jour. Lorsqu'on sait que ces nématodes sont très abondants, dans 1 gramme de sol, on peut avoir plusieurs dizaines d'individus de différentes espèces, donc on imagine que la quantité minéralisée peut être très importante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette fonction, elle est partagée par différentes espèces. Et Ferris, en 2010, a publié une étude où il montre que, au cours des différents mois, cette fonction va être assurée par différents nématodes qui se succèdent. Et donc, on a une sorte de continuité fonctionnelle, de complémentarité fonctionnelle. Au début du cycle, ce sont surtout les nématodes des groupes des raptides qui vont participer à la minéralisation nette de l'azote. Puis ensuite, lorsque les conditions deviennent un peu plus sèches,
un peu plus arides, ce sont les céphalobites qui vont participer. Et on a ici, en noir, la courbe pleine, la résultante cumulée finalement de la contribution des différents nématodes. Donc, la quantité minéralisée peut être vraiment importante. Alors, la question est évidemment de savoir si cet azote minéralisé est phytodisponible. Ce qui est vrai pour l'azote est aussi vrai pour d'autres éléments comme le phosphore. Nous avons travaillé sur l'effet des nématodes sur la minéralisation du phosphore à partir d'une source organique qui ne peut pas être prélevée par la plante. On a utilisé une expérimentation en microcosme avec Pinus pinaster dans un sol qui a été amendé avec donc la bactérie, alors sans bactéries, avec des bactéries, avec des nématodes, et avec une source de phosphore que seule la bactérie est capable de minéraliser. Lorsqu'on regarde la quantité de phosphore accumulée dans la plante, vous avez ici, lorsque la plante n'est non mycorhizée, en haut c'est pour la partie aérienne et en bas c'est pour la partie racinaire, le fait d'inoculer les bactéries ne va pas avoir d'effet sur la quantité totale en phosphore dans la plante, bien que ces bactéries puissent hydrolyser la source de phosphore organique. En revanche, lorsqu'on inocule les nématodes, on observe une forte augmentation de la quantité totale de phosphore prélevée. Et ceci est vrai aussi lorsque les plantes sont mycorhizées. Alors, ces résultats, en fait, ont été conceptualisés par Mariam Clarom dans les années 80 sous le nom de ce qu'on appelle la boucle microbienne. Alors, très rapidement, la boucle microbienne, il faut savoir que dans les sols, les micro-organismes, donc les bactéries et les champignons, sont en général limités par le carbone. Mais dans la rhizosphère, il y a beaucoup de carbone qui va être libéré par la rhizodéposition, et ce carbone va permettre de lever la carence énergétique, et les micro-organismes vont utiliser cette énergie pour minéraliser les matières organiques du sol et produire des nutriments. La majorité des nutriments vont être immobilisés par les micro-organismes, mais une partie peut être aussi disponible pour la plante. Lorsqu'il y a des bactérivores ou des fongivores, comme les nématodes, ces organismes vont libérer finalement les nutriments qui ont été stockés dans cette biomasse microbienne. Ces nutriments vont être donc disponibles pour la plante, elle va pouvoir faire plus de photosynthèse et donc plus de carbone. Donc s'il y a plus de carbone, il y a plus d'activité microbienne et ainsi de suite. Donc on a bien une boucle où tous les partenaires finalement y trouvent leur compte et cette boucle repose sur des organismes microscopiques, d'où son nom de boucle microbienne. La principale raison de cette libération de nutriments, c'est que les nématodes sont des animaux qui respirent beaucoup et qui ont une stoichiométrie stable. Et pour maintenir leur rapport carbone-nutriments stable dans leur biomasse, ils doivent libérer des nutriments en adéquation avec la quantité en masse de carbone qui est respirée. Donc il va y avoir cette libération de nutriments. Troisième fonction, c'est le flux de carbone au sens très large. Alors, évidemment, ce sont des animaux, donc les nématodes respirent et ils libèrent du carbone. L'étude de Wadenhugen estime environ la respiration des nématodes qui sont présents dans les 10 premiers centimètres du sol à environ 0,11 gigatonnes de carbone par mois durant la période de croissance végétale, enfin, durant la période où les nématodes sont plus actifs, ce qui représente environ 2% de l'émission totale de carbone des sols. Mais ils vont aussi participer au transfert de carbone vers les niveaux trophiques supérieurs, puisque les nématodes sont également des proies à d'autres organismes. Il y a beaucoup d'études qui montrent, qui détectent des nématodes, par exemple, dans l'étude digestive de certains organismes comme les colamboles ou comme les acariens. Donc, ils vont aussi contribuer à ce transfert de carbone dans les niveaux supérieurs. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que, outre les sorties de carbone, les nématodes vont également participer à l'entrée de carbone, comme le prédit la boucle microbienne. Il y a un certain nombre de travaux, dont ceux de Peter Soudin dans les années 90, qui montrent que l'inoculation de nématodes va avoir un effet très rapide sur la rhizodéposition, puisqu'on observe 24 fois plus de rhizodéposition suite à la présence de bactéries et 63 fois plus de rhizodéposition dès qu'il y a des nématodes. Donc la plante semble répondre à la présence des nématodes assez rapidement et cette réponse résulte en une augmentation
de la rhizodéposition au niveau donc, donc dans la rhizosphère, d'apport de carbone dans la rhizosphère. Donc il y a aussi une entrée de carbone. Donc, au niveau des flux de carbone, c'est difficile d'évaluer aujourd'hui le rôle des nématodes sur les flux de carbone. On peut dire qu'il y a un certain nombre de flux, mais c'est compliqué de pouvoir les chiffrer. Ici, vous avez un micro-réseau trophique assez simple, hein, avec donc les matières organiques, les bactéries, les champignons, on retrouve les protistes et ici les nématodes. Donc, ils participent à de la respiration, donc au flux de carbone, ils participent à du transfert, mais ils vont aussi participer à de l'entrée de carbone dans le sol via la rhizodéposition. L'effet net est difficilement mesurable. Troisième grande fonction, c'est la régulation des communautés microbiennes. Alors, il y a beaucoup de choses à dire et je ne vais pas pouvoir parler de tout, mais il faut savoir que les nématodes, essentiellement les nématodes microbivores, vont entretenir des interactions extrêmement complexes avec les micro-organismes. Il a été montré à plusieurs reprises que les nématodes vont modifier notamment la composition des communautés microbiennes. Ils vont également stimuler l'activité microbienne et vont aussi participer, par exemple, à du transport. Est-ce une étude ici qui illustre cette fonction, que je trouve assez intéressante, d'Oriushid en 2005, où ils ont montré, avec un dispositif ici en cube, ils ont mis donc une légumineuse ici, et ils ont inoculé à l'extrémité de ce dispositif des bactéries du genre Cynorhizobium qui forment des nodules avec la légumineuse et qui participent donc à la fixation symbiotique de l'azote. Au bout de 24 heures, ils ont échantillonné le sol à mi-distance entre la zone d'inoculation des bactéries et la plante. Lorsque seule la bactérie est inoculée, ils retrouvent très peu de bactéries dans cette zone. En revanche, lorsqu'ils inoculent la bactérie et Caenorhabditis elegans, qui d'ailleurs consomme cette bactérie, ils observent beaucoup plus de bactéries au niveau de cette zone. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'ils isolent la plante avec un filtre qui va absorber les composés volatiles, ils ne retrouvent plus les bactéries. Ces résultats supposent que la plante émet des composés qui vont attirer les nématodes, et les nématodes, comme on peut voir sur cette photographie, vont jouer un petit peu le rôle de taxi et vont transporter des souches bactériennes à travers le sol. Et ça, c'est une fonction qui est très intéressante puisque les bactéries sont globalement peu mobiles, contrairement aux nématodes à cette échelle. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ensuite, ils ont remplacé la plante avec un composé. Ils avaient plusieurs éléments qui laissaient croire que le diméthylsulfite pouvait être un composé attractif, et ils retrouvent exactement le même patron de variation. Et ce qui montre également dans cette étude, c'est qu'ils observent aussi une augmentation de la nodulation en présence de ce nématode et de la fixation de l'azote. À Ecoessol, Claude Plassard et Mercedes Garcia Sanchez ont observé des résultats sur la même fonction de transport, mais cette fois-ci pour le phosphore, avec un dispositif simplifié en bois de pétri, avec deux zones, une zone d'inoculation des bactéries sur un milieu qui contient donc du phytate, qui est une molécule organique de phosphore, et ces bactéries sont capables, donc Bacillus subtilis et Bradyrhizobium, de produire des enzymes, les phytases, qui vont dégrader le phytate. Alors, ils ont fait des expériences sans nématodes. Elles observent que la densité des différentes bactéries est beaucoup plus importante dans la zone 1, dans la zone d'inoculation, que dans la zone 2, après 3 semaines d'expérimentation, ce qui peut paraître logique, évidemment, puisque la zone 1, c'est la zone d'inoculation. Mais on retrouve un petit peu de bactéries dans la zone 2. En revanche, lorsque le nématode est présent, il n'y a plus de différence significative entre les deux zones. Donc, le nématode a bien déplacé les bactéries de la zone 1 vers la zone 2. Et ce qui est très intéressant, c'est lorsque l'on regarde la quantité d'ions orthophosphate libres, c'est-à-dire le résultat de l'activité des phytases. Sans nématode, on observe beaucoup plus d'ions orthophosphate dans la zone 1, environ 3 microgrammes de phosphore, que dans la zone 2. Mais vous constatez que c'est quand même une faible augmentation, puisque la plupart de ce phosphore est immobilisé dans la biomasse bactérienne. Lorsqu'il y a le nématode, on observe déjà une très forte augmentation de la teneur en phosphore, puisque ça passe de 1,5 à environ 150 microgrammes par boîte. Donc ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la minéralisation. Mais surtout, il n'y a plus de différence entre les deux zones. Donc les nématodes, certes, déplacent les bactéries, mais vont aussi donc déplacer en quelque sorte les fonctions
qui vont être portés par les bactéries. Alors dans ce cas précis, il peut s'agir évidemment de fonctions qu'on souhaite intensifier, mais ça peut être vrai aussi pour des bactéries qui vont potentiellement avoir des effets pathogènes, hein. Enfin, la dernière fonction que je voulais évoquer, c'est la fonction de biocontrôle. Les nématodes peuvent aussi participer à la régulation d'organismes nuisibles. Alors, un exemple qui est très connu, ce sont les nématodes entomophages, donc des nématodes qui vont consommer notamment des insectes qui sont potentiellement des ravageurs pour les cultures. Alors, ça concerne essentiellement deux genres, en tout cas deux genres qui sont vraiment très prometteurs pour faire de la lutte biologique. C'est le genre Heterorabitis et le genre Stenernema. Alors, ces nématodes, en fait, hébergent au niveau de leur tube digestif des bactéries et les nématodes vont pénétrer à l'intérieur de l'insecte à travers les ouvertures naturelles de l'insecte. Et une fois à l'intérieur de l'insecte, ces nématodes vont libérer ces bactéries qui vont tuer l'insecte. Puis le nématode va consommer ces bactéries qui vont pulluler à l'intérieur de l'insecte. Alors, c'est vraiment extrêmement intéressant. Ces nématodes sont vraiment très intéressants. On peut les utiliser pour un grand nombre je dirais de ravageurs, les larves de hanneton, les larves de charançon, les chenilles, les tipules. Voilà, il y a vraiment différents types de cibles. Et il y a une certaine spécificité entre le nématode, l'espèce de nématode entomophage et l'insecte cible. Il y a aussi du biocontrôle pour les nématodes phytoparasitaires. Ces nématodes phytoparasitaires vont être consommés par des nématodes prédateurs. Vous avez ici, par exemple, les liens trophiques entre les différents nématodes phytoparasitaires, on retrouve par exemple ici Méloïdogine, et différents genres de nématodes prédateurs. Donc il y a énormément de liens trophiques entre ces organismes. Donc les nématodes carnivores ou omnivores peuvent constituer aussi, je dirais, une voie de biocontrôle à partir du moment où les conditions écologiques seront réunies pour que cela puisse fonctionner. Alors, juste pour terminer sur cette partie de biocontrôle, il y a aussi des résultats tout à fait intéressants entre des communautés qui ne semblent pas forcément être liées. Une étude qui a été publiée très récemment et qui montre le lien entre des nématodes libres, bactérivores, du genre Rhaptidis, et le fameux méloïdogine que l'on voit ici, et d'ailleurs on voit son stylet ici au niveau de la cavité buccale. Ces deux nématodes sont des proies à des acariens. Donc ils sont finalement en interaction indirecte via un prédateur. C'est ce qu'on appelle de la compétition apparente. Et ces auteurs ont testé l'inoculation de nématodes bactérivores et des acariens. Ils ont regardé le nombre de galles, alors là je crois que c'est chez la tomate, et ils s'aperçoivent que par rapport au contrôle, qui présente environ 50 galles par plante, l'inoculation seule d'acariens ou de nématodes a déjà induit une diminution. Mais là où c'est plus spectaculaire, c'est lorsque les deux organismes sont présents, on observe une chute très importante du nombre de galles, que ce soit à 2 semaines ou que ce soit à 15 semaines. Donc finalement, il y a aussi des interactions entre des formes libres et des formes parasitaires des nématodes et un potentiel biocontrôle via ces communautés qui ne sont pas forcément en interaction directe. Donc pour conclure sur cette diversité fonctionnelle des nématodes, donc les nématodes sont des organismes qui sont très abondants, ubiquistes, cosmopolites et qui présentent une très grande capacité de résistance et d'adaptation. On observe une très grande diversité fonctionnelle, trophique, démographique, de survie, mais également de nombreuses fonctions qui sont assurées par les nématodes. Alors évidemment, il peut s'agir de fonctions délétères. Certaines espèces peuvent causer d'importants dégâts sur les cultures et il faut absolument pouvoir contrôler ces fonctions. Et d'autres espèces, au contraire, peuvent participer à des fonctions très importantes comme la nutrition de la plante, la croissance, le contrôle de bioagresseurs, la stimulation des activités microbiennes, etc. La diversité fonctionnelle des nématodes réside aussi dans la diversité des interactions. J'ai essayé d'illustrer un petit peu l'ensemble des interactions que l'on peut voir, mais les nématodes sont dans un réseau extrêmement riche avec beaucoup de liens. Donc il y a vraiment de nombreuses interactions dont la plupart ne sont pas encore décrites et pas connues. On a encore beaucoup de difficultés
à prédire finalement la résultante fonctionnelle de ces interactions qui s'avère être finalement très contextuelle et hautement spécifique. Donc il y a encore beaucoup de travail au niveau de la recherche et notamment en hématologie des sols, en écologie des sols, pour essayer de faire le lien entre des facteurs de contrôle, des compositions spécifiques des communautés ou d'autres métriques biologiques des communautés de nématodes, les fonctions qui sont portées par les nématodes et les services qu'on souhaite obtenir des écosystèmes. Une façon aussi de voir que cette diversité nourrit une très grande diversité des disciplines. Ici, j'ai pris un moteur de recherche bibliographique en tapant seulement deux mots-clés, sol et nématétoile, donc tous les mots qui commencent par némate, nématode, nématofaune, nématicide. Et on retrouve plus de 11 600 études dans différentes disciplines, dans la science du sol, la science végétale, l'agronomie, l'écologie. Donc il y a énormément d'études sur les nématodes qui en fait est liée à cette diversité fonctionnelle. Alors les équipes de recherche évidemment se structurent autour de certaines questions spécifiques et certains groupes spécifiques des nématodes. À Eco et Sol, avec Éric Blanchard, Laetitia Bernard de l'IRD, Claude Plassard et Michael de l'INRA et d'autres, on travaille essentiellement sur les formes libres et sur les nématodes bactérivores et les rôles fonctionnels joués par ces nématodes. Mais il y a évidemment bien d'autres équipes. J'en cite quelques-unes ici, c'est loin d'être exhaustif et je m'excuse pour les équipes que je n'ai pas présentées ici. L'équipe de la société Edisol Environnement, dont Cécile Villeneuve est la responsable scientifique, basée à Congénie, travaille sur les nématodes et propose un certain nombre de services d'analyse de la qualité biologique des sols à travers l'étude des nématodes. Et Edisol Environnement est également très impliqué dans la recherche en sciences du sol, en hématologie des sols. Vous avez aussi, par exemple, l'équipe de DGMI, diversité, génome et interaction micro-organismes insectes, qui travaille sur ces fameux nématodes entomopathogènes, entomophages. L'équipe de Marianne Félix de l'Institut biologique de l'école normale supérieure travaille sur ce fameux modèle Caenorhabditis elegans et sur les questions de biologie, d'écologie et d'évolution des nématodes. Et puis vous avez des équipes qui vont travailler spécifiquement sur les nématodes phytoparasitaires. Par exemple, le laboratoire de nématologie de l'IRD avec le CIRAD basé en Martinique, aux Antilles, qui travaille sur les nématodes phytoparasitaires. L'équipe de l'ANS et de l'Institut génétique environnement et protection des plantes de l'équipe résistance-adaptation qui travaille beaucoup sur les nématodes du genre Globodera, Heterodera, mais aussi Bursaphelanthus, sur des questions notamment de dynamique des populations et de dispersion. À Montpellier, il y a aussi l'équipe de l'IPME qui travaille sur les nématodes phytoparasitaires, essentiellement sur le genre méloïdogyne, plutôt dans des contextes tropicaux. Et puis, il y a l'équipe de Pierre Abad de l'Institut Sophia Agrobiotech qui travaille beaucoup sur les processus infectieux du genre méloïdogyne. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter ces personnes pour des questions qui sont spécifiques aux différents types de nématodes. Et je vous remercie, j'ai terminé. Merci Jean, un très bel exposé, bravo, très riche et qui nous ouvre, me semble-t-il, à beaucoup d'entre nous un monde tout à fait nouveau et assez fascinant. Donc on va passer, voilà, Éric Blanchard qui dit bravo, il y a d'autres félicitations. Donc on va commencer tout de suite par des questions. Alors je vais essayer un peu de les organiser sur un certain nombre de questions. Une première sur la répartition des nématodes. Ensuite, des questions sur comment on les étudie. Et le dernier groupe de questions plutôt autour des fonctions de ces nématodes qu'on vient à la dernière partie de l'exposé. Alors la première question, c'est Xavier Duplat. Il dit, m'a semblé voir sur la carte mondiale de distribution des nématodes que leur concentration était plus importante aux très hautes latitudes et très faible à l'équateur. Comment expliquer cela? Oui, alors effectivement. Est-ce qu'on peut bien Oui, se mettre d'accord sur les couleurs? Le bleu, c'est ce qui est le plus faible. oui, c'est ça. Effectivement. Alors, il y avait plusieurs hypothèses sur la biogéographie des nématodes
dans la littérature. Et l'une de ces hypothèses est effectivement que la densité totale de nématodes, donc là c'est bien la densité totale des nématodes, hein, quels que soient les groupes trophiques auxquels ils appartiennent, la densité totale est plus importante dans les sols qui ont une teneur en carbone plus importante. Et effectivement, dans cette étude de modélisation, cette hypothèse de biogéographie est confirmée, c'est-à-dire qu'on observe dans les hautes latitudes des densités qui sont plus fortes, et c'est lié essentiellement, d'après les modèles, à la teneur en matière organique qui est plus importante dans les écosystèmes qu'on va retrouver donc aux fortes latitudes, alors que dans les écosystèmes tropicaux, on a souvent, à l'échelle mondiale, hein, des teneurs en matière organique qui vont être un peu plus faibles et qui vont donc supporter, on va dire, une densité plus faible de nématodes. Mais bon, dans les latitudes élevées, on peut avoir des sols gelés en permanence. Un peu étonnant quand même qu'on ait c'est les Oui, densités les plus fortes dans ces conditions-là. oui, c'est beaucoup discuté dans l'article de Wadenhogen. Il y a des modèles qui utilisent des données climatiques et des données de sol pour essayer d'expliquer ces patrons, qui ont été déjà observés avec d'autres méthodes. Donc, ça semble quand même assez robuste. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de biais, certainement liés peut-être aux données brutes, mais il semblerait que ce patron biogéographique sur la densité totale, hein, semble assez robuste et lié au fait que dans les fortes latitudes, il puisse y avoir des périodes qui vont favoriser de l'accumulation de matière organique suite à une baisse d'activité biologique et par conséquent qui vont favoriser des grandes densités lors de la reprise de l'activité biologique. D'accord, merci. Et juste, qu'est-ce qu'on sait aussi de la présence des nématodes en fonction de la profondeur dans les sols? Oui, alors alors effectivement, là c'était une étude simplement sur les premiers centimètres. En général, c'est vrai que la plupart du temps, ce sont les 10 premiers centimètres des sols qui sont échantillonnés, à partir desquels on va extraire les nématodes. Mais les nématodes, on peut les retrouver à plusieurs centimètres, plusieurs dizaines de centimètres, et même à plusieurs mètres, hein. Mhm. Par exemple, le genre Xiphinema qui pose un grand problème au niveau des vignobles, on peut le retrouver à plusieurs mètres de profondeur et il va piquer les racines des vignes à plusieurs mètres de profondeur, ce qui est vraiment très problématique pour gérer ces nématodes. Donc, il y a effectivement des nématodes en profondeur. Alors, d'une manière générale, l'abondance chute avec la profondeur tout de même, hein. C'est-à-dire qu'on va retrouver beaucoup de nématodes dans les premiers centimètres et au-delà de 10 centimètres, c'est pas linéaire, mais ça baisse progressivement et au-delà du mètre, on peut trouver certains genres, mais on n'a pas de communauté aussi riche que dans les premiers centimètres. D'accord, très bien. On peut-être maintenant à deux, trois questions sur comment on étudie les nématodes. Euh, donc j'ai une Oui, question de d'Iswan Jamila. Quelle est la bonne période d'échantillonnage du sol sous une céréale ou une légumineuse pour l'étude des nématodes? De façon générale, est-ce qu'il y a des périodes particulières privilégiées pour oui. échantillonner? Bah, disons que c'est comme la plupart des organismes des sols. Bon, les nématodes sont des organismes aquatiques. Ils ont besoin d'eau, ils vivent dans la solution du sol. Donc, par exemple, en conditions tropicales, durant la saison sèche, on va éviter de faire des prélèvements. On va attendre la saison des pluies où on a une reprise de l'activité biologique qui est liée en général à la teneur en eau. Et dans les zones tempérées, on échantillonne souvent au mois de mars, avril, au printemps, puisque c'est là où les conditions environnementales enfin, les conditions climatiques sont favorables à la reprise de l'activité biologique. Donc, mais ça, c'est vrai pour les nématodes, mais aussi pour d'autres organismes, hein. Ce n'est pas spécifique aux nématodes. On peut faire des prélèvements aussi, par exemple, au mois d'octobre, au mois de novembre, hein. Il y aura toujours des nématodes. Mais en général, si on doit faire un seul prélèvement dans l'année, on va essayer de le faire à des périodes propices, c'est-à-dire lorsque l'activité biologique est forte, donc lorsqu'il y a de l'eau. D'accord, très Et, bien. et ça, c'est vrai, quels que soient les types de plantes, hein, que ce soit des graminées ou des légumineuses. D'accord. Alors j'ai une question d'Hélène Hilaire qui demande est-ce réaliste d'espérer pouvoir identifier le groupe trophique des nématodes du sol avec un microscope biologique au grossissement x 400?
Ah oui, 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 x400, oui. En général, on va rarement jusqu'au x400 pour faire l'identification au groupe trophique. Alors, le plus souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on identifie les nématodes à la famille. C'est suffisant. On peut aller jusqu'au genre. On ne va jamais jusqu'à l'espèce, puisque c'est quasiment impossible, mais jusqu'au genre. Et ensuite, on utilise la littérature pour affecter les individus aux différents groupes. Puisque tous les nématodes ont été affectés au groupe trophique et aussi d'ailleurs au groupe démographique. Donc, mais on n'est pas, enfin, on peut éventuellement aussi simplement, je dirais simplement, enfin, c'est quand même, ça demande quand même un peu d'entraînement et de formation, mais on peut, à partir des caractères morpho-anatomiques, notamment de la cavité buccale et du pharynx, avoir une idée quand même du groupe trophique et l'affecter dans un groupe trophique. Alors, il y a quelques exceptions, donc c'est pour ça que c'est quand même mieux d'identifier le nématode pour pouvoir ensuite l'affecter dans un groupe. Mais il y a certaines études, par exemple, où ils ont juste regardé les nématodes, ceux qui ont un stylet et ceux qui n'ont pas de stylet. Bon, c'est déjà une information qui est très intéressante. Mhm. Mais D'accord. par contre, il faut effectivement un microscope x100, x200 suffit pour identifier. Mhm. Alors j'ai une question toujours d'Hélène. Certains nématodes sont-ils favorisés par un sol compacté, par le manque d'oxygène? Oui, donc de façon générale, à part la matière organique qu'on a déjà vu, quels sont les autres facteurs du sol Oui, qui influencent la présence de tel ou tel groupe? oh, bah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Euh, Mais déjà alors, sur la compaction, pour répondre à la question posée, sur la ouais, compaction et le manque d'oxygène, quel peut être l'effet? bon, les nématodes tolèrent le manque d'oxygène. Ils sont d'ailleurs assez incroyables sur la capacité à tolérer le manque d'oxygène. Alors jusqu'à une certaine limite, puisque d'ailleurs une des pratiques qui consiste à éliminer les nématodes phytoparasitaires, en tout cas certains taxons, c'est de faire de l'inondation. Mais il y a les guildes, notamment des types 2, donc qui sont surtout des bactérivores, qui vont être peut-être un peu plus tolérants. Alors, est-ce qu'ils sont un peu plus tolérants à la compaction? Il faudrait vérifier. Je pense que c'est documenté. Ça doit quand même dépendre beaucoup de la texture. Je pense que c'est documenté. En tout cas, c'est sûr qu'en fonction de la texture, on a des compositions qui sont très différentes. Et donc, par conséquent, la compaction va certainement favoriser certains nématodes. Je m'avance un peu peut-être en parlant des CP2, mais je pense que ce sont ceux qui seront peut-être les plus tolérants. Mais je pense qu'on peut trouver l'information. Mhm. Par contre, c'est quand même très contextuel, hein. C'est-à-dire qu'il faut. Ce qui est vrai dans un contexte pédoclimatique ne le sera pas forcément dans un autre cas, et ça dépend aussi certainement de la couverture végétale. D'accord. Peut-être des questions sur la bioindication par les nématodes. Oui. Euh, les- Vivien Dubois, les nématodes peuvent-ils être de bons indicateurs d'impact néfaste causé au sol par des pollutions, par exemple? Oui, alors tout à fait. Alors ce sont d'excellents bioindicateurs. Je n'ai pas évoqué toute la thématique de la bioindication dans cette présentation parce qu'il y a trop de choses à dire et ce n'était pas compatible avec le format. Ça mériterait presque une présentation en soi. Donc effectivement, le fait qu'ils soient présents dans tous les écosystèmes, qu'ils soient relativement, qu'ils sont très diversifiés, hein, certaines guides vont être plus sensibles que d'autres, qui sont globalement assez simples à extraire et qu'on peut les identifier, les nématodes vont constituer d'excellents bioindicateurs. Et effectivement, il y a une littérature très très abondante. Alors là, c'est très très bien documenté. Ça va être impossible pour moi de faire une synthèse de toute cette thématique en quelques minutes, mais effectivement, certains taxons vont répondre, par exemple, à la pollution métallique. Les omniprédateurs sont très sensibles à la pollution métallique. Il y a d'excellents travaux de Corsal, par exemple, sur l'impact de la pollution métallique sur les nématodes, et on sait que certains taxons sont des indicateurs de la pollution métallique. Donc, en fonction de l'occurrence de tel ou tel taxon, on peut avoir des informations potentielles sur les polluants métalliques. Mais c'est vrai aussi
aussi pour la pollution organique, c'est vrai pour beaucoup d'autres facteurs. Il y a beaucoup de choses à dire. D'accord, merci. Alors, une question assez précise, Frédéric Reiss, que sait-on exactement des substrats utilisés par les herbivores attaquant les racines? S'agit-il préférentiellement de sucre stocké dans les vacuoles ou directement prélevé dans le phloème, comme dans le cas de pucerons, ou se nourrissent-ils de tout le contenu cellulaire, cytoplasme, parois, etc. Est-ce que Ça c'est... dépend des espèces. Oui, c'est la Oui, question est claire, sinon je répète, parce que tu es un peu long. oui, c'est très clair. C'est très clair. Ma réponse ne le sera peut-être pas. Je pense que les collègues qui travaillent sur les méthodes phytoparasitaires auront une réponse beaucoup plus précise. Mais en général, c'est l'ensemble du contenu de la cellule qui va être finalement aspiré. Donc il faut savoir que c'est très complexe et puis ça dépend en plus des nématodes, hein. Certains nématodes vont former des petits tubes alimentaires à partir desquels ils vont aspirer. Une fois qu'ils ont libéré les effecteurs dans la cellule végétale, il va y avoir des enzymes qui vont dégrader l'ensemble des organites cellulaires et ils vont pouvoir ensuite aspirer l'ensemble du contenu. Alors parfois le noyau, tous les organites, et parfois non, ça dépend des espèces. Mais il y a une très grande diversité au niveau de l'interaction, enfin en tout cas au niveau de l'interaction entre les nématodes phytoparasitaires et les plantes. Il y a vraiment beaucoup de diversité, même au sein, par exemple, des nématodes endoparasitaires. Certains vont faire des syncytiums, certains vont induire un site nourricier avec des cellules qui vont être plurinucléées et complètement hypertrophiées. D'autres vont au contraire se nourrir que sur une seule cellule. Il y a vraiment énormément de diversité au niveau du comportement trophique chez ces nématodes endoparasitaires. Merci. Alors, je prends les questions un peu au vol, là, telles qu'elles m'arrivent. J'ai une question d'Yves Coquet. Les nématodes contribuent-ils à créer de la microporosité? Non. Où sont-ils passifs et est-ce qu'ils vivent, par exemple, dans une porosité existante? Alors, je n'ai pas connaissance de données qui permettent de faire un lien de causalité entre la présence de nématodes et la porosité, la microporosité. Il y a effectivement un certain nombre d'études, en général au champ, de corrélation, de covariation entre la présence de nématodes et une certaine porosité. Mais pour moi, les nématodes ne participent pas à la porosité, à la microporosité. Par contre, effectivement, selon leur taille, ils vont vivre dans une certaine microporosité. Alors, peut-être qu'il y a des études, et s'il en a, je suis preneur, mais en tout cas, de ce que je connais, je ne vois pas d'études qui montrent vraiment un lien de causalité entre la présence des nématodes et la formation d'une certaine microporosité. Alors, je reprends la question parce qu'elle est un peu plus large de Frédéric Reiss. Euh, Est-il envisageable que les nématodes puissent avoir, à l'instar des vers de terre, un rôle direct sur la porosité, structure du sol, lorsqu'ils creusent ou exercent les contraintes mécaniques? Donc, de façon Oui, plus générale, quel est l'effet sur la physique du sol? S'il y pour en a moi, un, aucune. d'accord. Enfin, pour moi, aucune. C'est-à-dire que pour moi, ce ne sont pas des ingénieurs, hein. Les nématodes ne font pas partie de ce groupe fonctionnel des ingénieurs des sols. Ce sont des microrégulateurs. Je n'ai pas connaissance, encore une fois, je me trompe peut-être, hein, mais je n'ai pas connaissance d'études qui permettent de montrer un lien de causalité entre l'activité, la présence, l'activité des nématodes et la formation de biostructures, la formation d'une structure, la formation d'une porosité. Pour moi, ça n'a pas été montré. D'accord. Je me permets de rajouter une question à cela. On a vu que les nématodes se déplaçaient, bien évidemment, mais sur quelles échelles spatiales est-ce qu'on a des idées, Oui, hein? oui, ça a été bien étudié. Ça a été bien étudié notamment chez les nématodes phytoparasitaires. Par exemple, alors, les larves juvéniles, qui sont les larves qui vont être dans le sol et qui vont se déplacer et pour rechercher des racines, vont se déplacer que de quelques dizaines de centimètres au niveau de pour plusieurs mois, c'est-à-dire c'est 50 cm, 60 cm. En tout cas, si la question porte sur la dispersion des nématodes, ce n'est pas les déplacements actifs qui va contribuer le plus à leur dispersion. Les nématodes sont extrêmement petits
et ils sont surtout dispersés de manière passive. Ils vont pouvoir se déplacer dans les sols, mais c'est quelques dizaines de centimètres au niveau presque de la saison de végétation. Donc c'est quand même des faibles distances. Par contre, un kyste de nématode d'hétérodérivés va pouvoir se déplacer sur 100 km avec le vent. Mhm. Donc on va avoir une dispersion active, une dispersion passive qui va être énorme. Et on parlait tout à l'heure des vers de terre, ils vont être aussi déplacés par d'autres organismes avec lesquels ils vont interagir, par exemple les vers de terre. Très bien, merci. Alors, encore une question que j'ai oubliée avant d'arriver aux fonctions, c'est sur l'origine des nématodes. Frédéric Reiss demande, les premiers nématodes sont-ils d'origine marine ou sont-ils apparus en même temps que les plantes terrestres et le développement des premières racines? Alors les nématodes sont apparus environ 550 millions d'années dans les océans. Ce sont essentiellement des nématodes saprophages, bactérivores. Alors il faut savoir que la classification trophique des nématodes thalassiques n'est pas la même que celle que l'on utilise en nématologie des sols. Il n'y a que 4 groupes chez les nématodes, donc ils ont une origine marine et ensuite ils ont colonisé l'écosystème, les écosystèmes continentaux, puis les écosystèmes terrestres. Néanmoins, on s'aperçoit, grâce à l'étude phylogénétique, qu'il y a eu des transitions. Et on estime qu'il y a eu environ une trentaine, 34 ou 35 transitions entre les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes terrestres. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ces transitions ont été observées que chez certains clades. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit pour tous les clades. Donc certains nématodes ont des caractéristiques morpho-anatomiques qui ont permis un retour à l'écosystème thalassique, puis encore un retour dans les écosystèmes continentaux. Donc origine marine, mais ensuite il y a eu plusieurs transitions entre les écosystèmes marins et les écosystèmes continentaux. Très bien. Encore une question générale. Emar Kouakou, j'aimerais savoir s'il existe une différence d'abondance chez les nématodes en fonction du type de sol. Ah bah oui. Oui, oui, tout à fait. Alors bon, il n'y a pas que le type de sol qui va être un facteur qui Mhm. détermine l'abondance des nématodes des sols, mais évidemment, selon le type de sol, on va avoir des propriétés physico-chimiques qui vont être très différentes, et c'est lié aussi au climat, et par conséquent, on va avoir des densités qui vont être très différentes. Ce qui n'empêche pas que pour le même type de sol, on va aussi avoir des densités qui vont être différentes en fonction de l'usage du sol. Hein, donc, ce n'est pas uniquement le type de sol. Ensuite, la densité totale de nématodes, c'est effectivement quelque chose d'intéressant, mais ce n'est pas non plus le descripteur qui va être le plus intéressant. Il y a une telle diversité fonctionnelle que si on raisonne uniquement sur la densité totale, on passe quand même à côté de toute l'information qu'on peut retrouver au niveau de la nématofaune. Donc effectivement, la densité totale est très variable, elle est impactée par les types de sol, mais pas uniquement par les types de sol. Merci. Alors, on va peut-être commencer doucement à aller vers les fonctions ou les effets. Erwan Alain pose la question suivante. Les phytopathogènes ont-elles des cycles créant des explosions de nématodes, puis une régression jusqu'à une autre explosion? Si oui, quels sont les facteurs qui déclenchent ces explosions? Alors, oui, donc déjà, ces nématodes, on va plutôt parler de parasites que de pathogènes parce qu'ils sont biotrophiques. Ils Mhm. essaient de maintenir autant que possible la plante vivante. Alors effectivement, ce qui se passe, c'est que ces nématodes endoparasitaires ont la capacité de produire énormément d'œufs. La femelle, par exemple chez les méloïdogynes ou chez les hétérodérivés, gonfle et va produire beaucoup, beaucoup d'œufs. Ensuite, en plus, ces œufs peuvent être protégés, soit dans une masse mucilagineuse ou soit dans un kyste, et ensuite coloniser le sol. Lorsque les conditions sont défavorables, les nématodes peuvent rester, par exemple le kyste peut rester de nombreuses années dans le sol, et dès que les conditions redeviennent favorables, les nématodes vont éclore. Donc effectivement, on peut avoir des dynamiques populationnelles qui peuvent être cycliques. Et la deuxième partie de la question, c'était sur les facteurs qui vont jouer. Euh, il y a beaucoup de facteurs qui vont participer
à favoriser ces populations. Si j'ai bien compris, c'est finalement quels sont les facteurs qui vont favoriser ces populations. En général, ça va être par exemple une certaine pauvreté végétale. C'est-à-dire si on a des systèmes de culture qui se basent sur une plante qui est une plante haute pour le nématode et que cette plante est maintenue au cours des temps, on va favoriser petit à petit l'installation du nématode jusqu'à des seuils qui vont être au-dessus du niveau de tolérance de la plante. Et puisque c'est toujours la même plante, on va favoriser ce nématode. Et ensuite, une fois qu'il est installé, c'est difficile de pouvoir le gérer. Donc, on a un lien aussi avec la productivité primaire. En général, ces nématodes, ils sont quand même liés aussi à une productivité primaire. Donc, si vous avez par exemple des pratiques qui vont favoriser une très forte concentration en nutriments dans la plante, donc une forte croissance et une concentration, on va en général avoir aussi des effets sur ces nématodes phytoparasitaires. Mais ça, je pense que c'est vrai pour la plupart des parasites des plantes. C'est-à-dire que lorsque la cellule est très riche, par exemple en azote, on va favoriser la croissance des pathogènes. Donc, il y a certainement d'autres facteurs qui vont jouer. Mais voilà 2 exemples. Merci, j'en profite pour glisser une question qui me semble en lien. d'Iswaoun Jamila. Les pratiques culturales ont-elles un effet sur les nématodes? Ah oui, bien sûr. Oui, ça vient d'être évoqué, peut-être la fertilisation, le travail du sol, ou oui, est-ce qu'on peut un Oui, peu développer? oui. Alors bon, là aussi, c'est un vaste domaine et ça va être difficile de parler de l'impact des pratiques sur les nématodes parce qu'il y a beaucoup de pratiques et parce que ça dépend aussi de la métrique de la nématofaune que vous allez utiliser. Alors, on tente avec Cécile Villeneuve et Camille Chauvin d'Elisol Environnement, dans le cadre d'un projet, de faire un peu une synthèse de l'impact des pratiques sur la nématofaune, avec également Jérémy Puissant, qui est un étudiant postdoctorant qui a travaillé sur cette méta-analyse. Et on s'aperçoit qu'effectivement, au niveau global, on a des effets qui peuvent être très forts des pratiques. Alors, l'amendement, puisqu'on en parle, la fertilisation fait partie des pratiques qui vont effectivement avoir des effets importants. Pour vraiment faire simple, en général, les amendements organiques vont favoriser les nématodes opportunistes, donc surtout les guildes, par exemple, des bactéries de type 1, qui vont donc être favorisés avec l'augmentation de la teneur en matière organique et avec l'augmentation des densités des bactéries. Mais on va aussi observer au cours des temps d'autres groupes qui vont être impactés positivement, notamment les omniprédateurs. Il y a d'autres pratiques, alors j'essaie de synthétiser. Par exemple, les pesticides, évidemment, vont avoir des effets, et les nématicides, c'est évident, vont avoir des effets sur les nématodes. Le labour a peu d'effets, comparativement à la fertilisation, ou comparativement à la pesticide ou à d'autres. Le labour a globalement peu d'effets. Par contre, la diversité végétale va avoir un effet qui va être important. Donc, que ce soit la rotation, que ce soit l'utilisation de plantes de service, l'association, les intercultures, etc., on observe des effets positifs de la diversité végétale, notamment sur la richesse taxonomique des nématodes, sur aussi les indices de diversité de nématodes. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Il y a aussi des effets, par exemple, des systèmes de culture. Si vous comparez un système conventionnel avec un système d'agriculture de conservation ou du bio, on voit aussi des effets qui sont très importants sur les différentes métriques de la nématofaune. C'est compliqué hein, de fournir une vision un peu synoptique de l'effet des pratiques parce qu'il y a tellement de choses à dire que c'est pas simple. Mais en tout cas, oui, les pratiques vont avoir des effets très importants sur la structure des communautés, ça c'est sûr, et sur les indices, et potentiellement donc sur les fonctions qui sont portées par les différentes guides. Alors, en lien avec ça, j'ai une question de Xavier Duplat. Quand on voit la grande diversité de plantes que les nématodes pathogènes peuvent infecter, est-ce que la pratique agronomique croissante d'implantation de couverts végétaux multi-espèces nuit à la régulation de ces populations?
Alors, en fait, non. Enfin, ce que l'on voit sur la méta-analyse, il y a au contraire plutôt des effets bénéfiques. Il faut savoir que, en fait, la plupart des nématodes phytoparasitaires sont présents dans les sols et ne posent pas de problème. En fait, ce sont quelques taxons qui vont être en très forte densité. Même, on peut retrouver dans les genres méloïdogynes, par exemple, dans des sols, sans pour autant observer de symptômes. Donc, l'idée selon laquelle il faudrait éliminer les nématodes, c'est pas forcément pertinent. Il y aura toujours des nématodes et il y aura toujours des méthodes phytoparasitaires. Ce qui est important, c'est effectivement éviter une sorte de... Enfin, je pense, mais je suis pas spécialiste des phytoparasitaires, mais je pense que ce qui est important, c'est d'éviter la pullulation de quelques genres, de 2 ou 3 genres ou d'un genre, qui peut vraiment poser problème. Et donc, finalement, un déséquilibre, je dirais, dans l'abondance relative des nématodes phytoparasitaires. Et puis, il faut essayer aussi peut-être aller un peu au-delà de la vision selon laquelle les nématodes phytoparasitaires sont des nématodes qu'il faut éliminer et les nématodes libres sont des nématodes qu'il faut favoriser. Il y a un certain nombre de travaux qui montrent que les nématodes phytoparasitaires non endoparasitaires peuvent avoir des effets tout à fait bénéfiques parce qu'ils vont occuper des niches écologiques et qui vont limiter finalement le développement d'endoparasitaires ou des attaques d'endoparasitaires. Il y a un certain nombre de travaux sur ces questions de la diversité finalement des nématodes phytoparasitaires. Donc ce n'est pas parce qu'on augmente la richesse taxonomique des plantes qu'on va forcément induire des risques phytoparasitaires qui seront élevés. Au contraire, on va plutôt induire une diversité phytoparasitaire qui va potentiellement tamponner, je dirais, les dynamiques populationnelles des nématodes endoparasitaires. Alors, c'est ce qui semble ressortir de notre analyse et de l'analyse que je fais de la littérature, mais encore une fois, il faudrait peut-être confirmer tout ça. Il manque encore un peu de données sur ces approches au niveau communauté. D'accord, très bien. Alors, une question dans le même ordre. Joël Huat. Une question relative au biocontrôle des nématodes parasitaires du genre Mélodogyne en culture Oui. maraîchère. Avons-nous aujourd'hui des expériences validées hors labo et stations expérimentales, donc dans des exploitations agricoles, où les nématodes sont réellement contrôlés? En effet, en matière de contrôle, il y a parfois un décalage entre le labo, la station, et le monde agricole. Au moins les situations. Oui, alors là, pour cette question, Peut-être dire c'est pour tous les auditeurs, qu'est-ce que c'est que ce nématode du genre mélo, hein, pour ceux qui... oui. Alors le nématode méloïdogyne, en forme de melon, comme son nom l'indique, c'est un nématode endoparasitaire, très polyphage, qui pose vraiment de gros problèmes au niveau des cultures, et donc il va effectivement au stade juvénile pénétrer à l'intérieur des racines et induire une reprogrammation cellulaire au niveau des racines et la présence d'un site nourricier. Donc c'est ce qu'on appelle les nématodes à galles, puisqu'au niveau des racines, ils vont former des galles qui vont ensuite altérer les fonctions des racines des plantes et qui peuvent être responsables de la perte totale, par exemple, d'une culture. Donc ça peut être vraiment, vraiment catastrophique. Et sur les questions de méloïdogyne et des cultures maraîchères, alors là, je pense que les collègues de Sophia Agrobiotech, de l'équipe de Pierre Abad, pourront répondre vraiment à cette question parce que c'est le cœur de leur recherche. Et ils ont mené un certain nombre d'activités justement sur les pratiques, notamment sur la diversité végétale, enfin les variétés en fait résistantes aux nématodes méloïdogynes. Je ne connais pas, honnêtement, je ne connais pas tous les résultats qu'ils ont pu obtenir sur leurs essais, mais il me semble qu'effectivement, ils ont des résultats tout à fait intéressants et prometteurs et qui peuvent permettre une vraie régulation des nématodes au champ, notamment via l'utilisation de variétés qui sont résistantes. Mais, encore une fois, n'étant pas spécialiste de ce groupe, je ne pourrais pas vous dire beaucoup plus d'informations et je pense qu'il faudrait contacter Pierre Abad sur ces questions. Très bien. Alors je reprends une question de Vincent Frécon, pardon. Pour lutter contre les nématodes qui s'attaquent aux racines de tomates, il est conseillé de planter au préalable de la moutarde. Pourquoi? Oui, alors effectivement, ça fait partie des pratiques, des leviers qui sont testés et qui semblent être intéressants parce que les brassicacées vont en fait libérer
isocyanates, si je ne me trompe pas, enfin des molécules qui vont en fait être nématicides. Alors je ne sais plus exactement quelle est la molécule impliquée, mais lors de la décomposition de résidus de culture de moutarde, il y a une libération de ces composés qui peuvent être toxiques pour les nématodes phytoparasitaires, peut-être même pour l'ensemble des nématodes, et ce qui permet finalement de contrôler une partie de ces nématodes via cette molécule. Donc là, c'est en fait, je dirais, le levier via l'intérêt de travailler sur la diversité végétale. D'accord. Alors, le temps passe, donc il faut que j'accélère un peu dans mes questions. Une question de Monsieur El Hassan Mayan. Dans des sols qui ont subi plus de 10 ans de fumigation et de monoculture, Oui. avez-vous une idée sur les bonnes pratiques agricoles qui permettent la restauration des communautés de nématodes ayant des structures favorisant un sol en bonne santé? Oui, alors effectivement, 10 ans de fumigation et de monoculture, c'est assez agressif. Mmh. Ça dépend certainement du type de sol, mais enfin, en général, il faut quand même vérifier la teneur en matière organique des sols. Il n'y a pas vraiment de secret, hein. Lorsqu'il y a déjà une bonne teneur en matière organique des sols, on voit bien que les nématodes vont pouvoir s'installer sur ces sols via notamment l'activité microbienne. Il faut réinjecter peut-être aussi de la diversité végétale, ce qui va permettre peut-être de créer des niches écologiques, puisque la fumigation a pour effet de créer des vides qui vont pouvoir être occupés par des opportunistes, et ça peut avoir tendance à favoriser donc une faible diversité. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas agronome, je ne pourrais pas répondre à cette question de manière précise, mais il me semble qu'il faut quand même jouer sur certaines propriétés des sols, notamment la teneur en matière organique des sols, et jouer sur de la diversité végétale. Ça me semble être quand même des voies qu'il faut essayer de creuser. Mais ça veut dire qu'on ne fait pas d'inoculation directe de... Non, enfin, alors bon, l'inoculation de nématodes, c'est effectivement, on en parle beaucoup, enfin on en parle beaucoup. C'est quelque chose qui est assez intéressant, mais en général, lorsque vous faites des apports de matière organique, selon évidemment la biochimie et selon la qualité de ces matières organiques, mais vous faites aussi des inoculations de nématodes. Si vous mettez du fumier, le fumier c'est bourré de nématodes. Donc une façon aussi, je dirais, d'inoculer des nématodes, c'est de manière un peu passive, avec une gestion de matières organiques qui sont intéressantes et qui sont pertinentes. Ensuite, il faut savoir que les nématodes ils font partie de ces petits organismes qui ont une dispersion très forte, hein. Ils sont sous le fameux seuil de Fanley de 2 mm, en dessous duquel les organismes sont cosmopolites parce qu'ils sont transportés par le vent. Et c'est vrai que les nématodes, enfin en tout cas c'est l'analyse que je fais, mais je me trompe peut-être, mais les nématodes sont très résilients. C'est-à-dire que si l'habitat est favorable, en quelques années, les communautés vont s'installer. Par exemple, si vous regardez les travaux de Cécile Villeneuve et de Jérôme Cortet sur les technosols, ils ont montré que dès la première année, il y avait des nématodes qui s'installaient, et dès la troisième année, je crois, tous les groupes trophiques étaient présents. Donc, en fait, ça peut aller très vite. Alors, dans ce cas précis, effectivement, il y avait beaucoup de matière organique, puisque je crois que c'était des sols qui étaient autour de 7-8%. Mais il peut y avoir vraiment une colonisation très rapide, une installation rapide des nématodes à partir du moment où les conditions, l'habitat, on va dire, est présent. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais donc, faire de l'inoculation de nématodes, à moins qu'on soit vraiment dans des situations avec des très faibles teneurs en matière organique, pourquoi pas, pour accélérer un petit peu le processus. Mais je pense que travailler sur des matières organiques éventuellement riches en hématophones peut être aussi une voie prometteuse. Mhm. Alors, quelques questions encore peut-être, oui, voilà, plus originales ou différentes. Saviez-vous, Fabrice Marco Viecchio, saviez-vous que les nématodes sont recherchés dans l'évaluation réglementaire des matières fertilisantes? Et alors, Euh, peut-être alors ça, expliquer au public, si c'est oui, pourquoi c'est que c'est fait? alors en gros, si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que les analyses nématophoniques des matières fertilisantes sont faites de manière systématique?
Non, La visiblement, question? c'est quelqu'un qui est dans l'évaluation réglementaire des matières fertilisantes et, et qui Oui, demande je crois. si saviez-vous, hein, donc visiblement ça Mm. doit être fait, que les nématodes sont recherchés dans l'évaluation réglementaire des matières fertilisantes. C'est-à-dire, est-ce qu'on autorise l'utilisation de certaines matières fertilisantes, quoi. Bon, oui, je pense qu'il doit évoquer la recherche de taxons d'intérêt, on va dire, agronomique, enfin les taxons Mhm. endoparasitaires qui peuvent être sur la liste des espèces en quarantaine. Euh, En général, dans les matières, enfin, bon, moi, de ce que je vois, de ce que j'ai analysé, mais je me trompe peut-être, mais en général, dans les matières fertilisantes transformées, par exemple, j'ai rarement vu, voire jamais vu, de nématodes phytoparasitaires ou endophytoparasitaires. Ce sont surtout des nématodes libres microbivores. Mais bon, peut-être que je me trompe, et effectivement, peut-être qu'il doit, par précaution, il faut peut-être faire des analyses de ces matières pour s'assurer qu'il n'y a pas de nématodes endoparasitaires, notamment ceux qui sont sur la liste en quarantaine. Je n'ai pas beaucoup plus d'informations. Jean-Claude Lacassin demande, est-ce que les nématodes consomment des phytovirus dans les plantes ou les virus présents dans le sol? Alors, ils ne consomment pas les virus. Par contre, ils sont potentiellement vecteurs de virus. Hein, il y a tout un groupe, les trichodoridés, les longidoridés, qu'on appelle des nématodes, des virus vecteurs nématodes, donc des nématodes qui vont effectivement transmettre des virus et qui vont inoculer les virus au niveau des plantes. D'ailleurs, c'est un peu compliqué puisque la relation n'est plus densité dépendante, puisqu'il suffit qu'il y ait quelques individus pour qu'ils puissent transmettre les virus. Donc là, il y a beaucoup de travaux hein, sur ces nématodes qui transmettent les virus. Il y a beaucoup d'espèces et de différents types de virus. C'est globalement très bien documenté. Et effectivement, ces nématodes posent problème parce que ce sont eux qui vont induire des symptômes, mais via le virus. Par contre, ils ne consomment pas le virus. Ils ne vont pas, le virus ne constitue pas une ressource trophique pour les nématodes. D'accord. Isabelle Kowalewski demande, est-ce qu'il y a de la recherche réalisée avec les nématodes dans le cadre de l'initiative 4 pour 1000 du stockage de carbone pérenne dans le sol? Euh, Ça a été évoqué à un moment donné, le lien avec les flux de oui, oui, nutriments. oui. Donc, est-ce qu'on Bah, cherche à utiliser oui, enfin, euh, je, je, je pense pas qu'il y ait d'études qui soient qui s'attachent spécifiquement au rôle des nématodes sur le stockage, parce que ça demande, en tout cas sur la séquestration, pardon, parce que techniquement c'est très compliqué. Donc il y a des études qui essaient de faire le lien entre les enjeux de stockage de carbone climatique et puis les enjeux de perte de biodiversité, et donc essayer de lier un petit peu ces enjeux et le rôle de la biodiversité sur la séquestration du carbone. Au niveau de la nématofaune, je pense qu'effectivement, les nématodes vont contribuer de manière significative à la séquestration du carbone. Par contre, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de le mesurer, parce que ça nécessite de manipuler la nématofaune sur des pas de temps qui sont beaucoup plus longs. La séquestration du carbone, c'est des pas de temps qui sont vraiment différents de ceux euh, qu'on utilise dans nos expérimentations. Lorsqu'on travaille sur des processus biologiques, on est sur des échelles spatiales et temporelles qui ne sont pas du tout les mêmes que nos collègues qui travaillent sur les questions de stockage et de séquestration du carbone. Et ça, je pense que c'est vraiment difficile de faire ce lien. Alors là, peut-être que des approches de modélisation seraient peut-être plus appropriées pour faire ce lien entre les deux. Alors oui, il y a des travaux à EcoSol, on essaye de faire ce lien entre la nématofaune et le stockage, notamment dans le cadre du projet Camisole qui est porté par Laetitia Bernard, avec une approche de modélisation. C'est surtout une approche de modélisation. Et enfin, dans la littérature, on trouve ces dernières années, il y a beaucoup de travaux, notamment des collègues chinois, qui étudient, qui font le lien entre le carbone et la nématofaune, mais je ne les ai pas cités parce que ce sont des approches de covariation. Et ils parlent peut-être de causalité, alors que généralement, c'est plutôt des calculs comment
de carbone à partir d'abondance. Donc, c'est pas tout à fait des approches de causalité. Donc ça, c'est pour ça que je suis un petit peu... Enfin, il faut faire attention un petit peu à ne pas non plus dire des choses qui ne sont pas forcément observées. D'accord, très bien. Je propose qu'on s'arrête puisqu'on a dépassé le temps. Pas tout à fait pu poser toutes les questions, mais peut-être que les gens qui nous écoutent peuvent vous contacter directement. Oui, bien sûr, Voilà. merci, bien sûr, Parce que tout bon, à fait. on a découvert effectivement que c'était un monde très très vaste qui s'ouvrait à nous. Donc je voudrais Oui, transmettre toutes les félicitations que je reçois. merci, Merci aussi pour la qualité des réponses, hein. C'était très bien. Bravo à Jean, merci, passionnant, merci. etc. Euh, alors des gens qui aimeraient avoir le PowerPoint, mais là c'est plutôt un lien direct avec vous que vous allez voir ça, c'est ce que vous voulez transmettre. Oui, Donc tout à fait. voilà, je voudrais juste transmettre un appel du président de l'Association française des études des sols pour inviter les gens qui s'intéressent au sol à adhérer à l'association française parce qu'elle en a besoin ces temps-ci. Donc c'est un appel que je vous relais et je vous dis aussi qu'il y aura encore un webinaire avant l'été, début juillet, sur le rôle de la silice dans les sols agricoles. Et voilà, je voudrais, Jean, vous laisser la conclusion. Et ben, je vais simplement, oui, Non, non, je vais allez-y. tout simplement remercier l'association encore une fois et puis tous les auditrices et auditeurs pour leurs questions et surtout ne pas hésiter à me contacter par mail si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez avoir le support, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne suite à tout le monde. Merci.